Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va parler d'un tweet qu'on a posté hier en fin de journée et honnêtement, niveau timing, on n'a pas été désorienté puisque ce que l'on craignait s'est réalisé quelques heures après. J'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là, une attente par rapport notamment à l'entretien entre Elon Musk et Donald Trump, on va en parler brièvement dans cette vidéo. Et malheureusement, ce qu'on pressentait s'est donc réalisé. On n'attend plus grand-chose donc de ce côté-là. Il faudra attendre d'autres catalyseurs et actuellement, malheureusement, je vous fais une conférence, je ne les vois pas. Et l'objectif de cours reste renforcé aux alentours des 39 000, 42 000 dollars pour Bitcoin dans les prochaines semaines. Et ce serait peut-être une formidable nouvelle pour nous, investisseurs, pour pouvoir se repositionner. En tout cas, c'est sur ces niveaux de prix que je me repositionnerai si celui-ci venez à moi. On parle dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez l'académie qui est ouverte depuis septembre avec plus de 120 replays. C'est plus de 150 heures de replays disponibles. Si vous avez des congés que vous souhaitez éventuellement aller piocher dans les académies que nous avons déjà réalisées en replay, c'est possible. Et tout au long du mois d'août, nous avons les entretiens individuels, tout simplement. Donc, le lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. On va parler Bitcoin. Bon, ça reste baissier, on est dans un environnement baissier, sur des petites time frames. Est-ce qu'on va aller chercher tantôt dans la liquidité? Honnêtement, on est toujours dans un range, donc tant qu'on est dans un range, on attendra tout simplement les résolutions par rapport à des confirmations sur des acceptations en vue de jouer une accélération. Et bah pour l'instant, on n'a pas grand-chose à jouer. Donc il y a des petits trades quand même à prendre. Hein. Ici, demain, vous avez des indicateurs techniques comme le CPI qui pourraient éventuellement avoir un petit peu de volatilité. Vous pouvez aller chercher au sein de ces deux petites bandes de range ici, daily, voire hebdomadaire, juste là, avec des grandes amplitudes, donc beaucoup de volatilité. Et on est en train de chercher et d'accumuler de la liquidité, tantôt au nord, tantôt au sud. Le premier qui bouge perd. On refait la musique, mais le premier qui bouge, il perd. En somme, hein, si vous voyez quelque chose un petit peu comme ça. D'ici demain en début d'après-midi. Qu'on tente de faire quelque chose un peu comme ça. À partir du principe que le premier qui bouge généralement perd. Et ce qu'on aimerait éventuellement observer, c'est si on est plutôt bullish, aller chercher éventuellement ce petit déséquilibre de marché, aller travailler là-dedans pour en vue en fait de faire une accélération haussière. Choisissez votre time frame, mais pour l'instant dans un range. Donc vous avez raison, un range trader, vous ne posez pas la tête. On a fait donc une réintégration, vous posez deux traits, hein. Borne basse, borne haute. On a fait une déviation, réintégration. L'objectif des range traders, c'est quoi? C'est d'aller revendre au haut du range, tout simplement. Donc si vous avez des plays actuellement engagés, vous n'avez rien à faire, hein. Renforcer, hein, même sur des petits retracements, provient un zone de rechargement d'achat court terme, si vous avez loupé le train, pour aller chercher le haut du range. La résolution, c'est probablement pas pour maintenant, surtout pas l'été. Généralement, il n'y a pas beaucoup de volatilité l'été, hein. Je le rappelle d'ailleurs, historiquement, sur des années de halving, vous avez entre 5 et 8% d'augmentation sur juillet, 5-8% d'augmentation sur août, donc c'est généralement vert, donc on peut le regarder ici par rapport à cette bougie, donc on pourrait très bien clôturer le mois d'août, hein. Je vous le dis en toute franchise, aux alentours des 65-66 000 $. Ça ferait plaisir à tout le monde, mais actuellement, on n'est pas à l'abri d'avoir une forme de dégradation. Donc vous voyez, hein, ça représente exactement ce qu'on est en train de voir. C'est bas de range, haut de range, on peut aller faire une espèce de déviation, retourner ici, pourquoi pas aller rechercher en bas, faites attention à tout ça, parce que on ne connaît malheureusement pas l'avenir. Mais actuellement, sur des plus petites time frames, sans parler du mensuel, ça reste baissier, tout simplement. Donc il faudra attendre des confirmations si on veut jouer des accélérations. Moi, personnellement, j'attendrai une dégradation supplémentaire sur notamment Bitcoin. On va parler de cette news. C'est difficile, franchement, à entendre, c'est difficile à lire, mais bon. Trump et Harris sont maintenant au même niveau côté crypto. Pourquoi? Parce que Trump, ça fait quelques mois maintenant, hein, qu'il nous explique qu'il est pro-électeur crypto. Je n'ai jamais dit pro-crypto, pro-électeur crypto, soyez complètement convaincus, hein, de ces dires-là. Et Harris a apparemment adossé dans son équipe de campagne 2 pro-crypto ou 2 experts crypto, etc. Donc, on ne va pas se mentir. Dans ma représentation, à partir de maintenant, et je dis bien maintenant, les résultats des élections auront donc exactement le même impact sur l'industrie crypto, vis-à-vis des promesses de campagne, vis-à-vis des intentions de campagne au vu des électeurs pro-crypto. Je vais vous donner un spoiler, parce que je pense qu'on va le voir ça, et on va malheureusement le constater. On sera déçu de ces promesses de campagne, on sera déçu de ces petites graines de pain qui sont envoyées aux bitcoiners maximalistes, aux cryptophiles si vous voulez. Donc les catalyseurs court terme, corps moyen ou long terme sont donc ailleurs, et il faudra donc les chercher. Et actuellement, je vous le dis en toute franchise, hormis
les grands volumes de transactions qui se passent vis-à-vis des institutionnels, on sait actuellement qu'on est dans un environnement institutionnel, on ne les verra pas vraiment ailleurs. Donc il faut attendre d'autres choses. Je reparle aussi de ça, puisque j'ai eu des commentaires dans ce sens-là, par rapport à nos transferts, notamment de Bybit vers d'autres échanges. Moi, j'ai utilisé BitGet, par exemple. D'ailleurs, vous avez une promotion actuellement donc, pour accélérer ou faciliter ou rétentionner les traders Bybit vers BitGet avec des petites promotions qui sont intéressantes et des réductions de fees sur plusieurs mois. Donc moi, j'utilise, on travaille ensemble depuis plusieurs mois et je suis très satisfait de leur service. On se dit souvent, mais c'est une tannée pour faire des transferts avec MetaMask, avec faire des transferts. Enfin, c'est super compliqué quand même. Oui. Donc en fait, si on joue l'adoption par rapport à une hyper atomisation de ses usages et de l'utilité au sein de ces crypto-monnaies, c'est pas maintenant. On n'est pas en fait à ce stade-là, si vous voulez, au niveau du cycle d'adoption. On est juste en train de passer entre les cypherpunks, les gros technophiles, et une majorité précoces qui sont également des technophiles, sont également des personnes qui ont une impétence intuitive. Mais qui c'est en fait qui donne ce basculement? Ce sont les institutionnels. Pourquoi? Parce que les institutionnels vont chercher quoi? Ils vont chercher des leviers de croissance. Donc ce qu'on est en train de jouer actuellement, c'est pas l'adoption de masse, à voir dans tout un petit peu à l'image de tickets restaurant ou de Visa Mastercard ou de CB ou carte bleue à l'époque, sur tous les magasins, sur toutes vos boulangeries, marqué Bitcoin accepté, Bitcoin accepté, Bitcoin accepté. On n'est pas du tout dans cet univers-là actuellement. On n'est pas avant peut-être 5 ou 10 ans de ce phénomène-là. Actuellement, on est en train d'essayer de voir si oui ou non les institutionnels peuvent y trouver dans ces ruptures technologiques des leviers de croissance. Ma réponse, elle est évidente. La réponse est oui. D'accord? C'est ça qu'on joue actuellement. Et généralement, cette passation-là, ces relais de croissance ou ces leviers de croissance qu'on va trouver entre les institutionnels et l'économie réelle, si vous voulez, en tout cas la spéculation et l'économie réelle, créent des bulles. .com. Fin des années 97, c'était difficile de commander sur Amazon. Vrai ou faux? Aujourd'hui, c'est que du bon sens. Tous les sites que vous utilisez, prendre un billet de train sur Internet, prendre un billet d'avion sur Skyscanner ou sur Air France, c'est d'une aisance implacable. Payer ses impôts sur Internet, c'est d'une aisance implacable. Aujourd'hui, payer ses impôts en crypto, c'est très compliqué. Et en fait, on a l'impression de se dire, oui, mais je vais attendre de pouvoir payer mes impôts en Bitcoin pour dire qu'on est dans une phase d'adoption. Non, l'adoption, elle sera complètement passée, elle sera déjà bien enclenchée, et les relais de croissance seront déjà donc ici pricés. Donc, ce qu'il faut se demander aujourd'hui, si vous jouez ces relais de croissance sur Bitcoin ou sur des crypto-actifs par rapport à ces ruptures technologiques, c'est est-ce que, à votre niveau, vous pensez que dans les 10 prochaines années, on paiera nos impôts en Bitcoin? Si pour vous la réponse est oui, on joue aujourd'hui ces relais de croissance. Si votre réponse est non, c'est impossible, on ne paiera jamais nos impôts en Bitcoin ou en crypto-monnaie, à ce moment-là, vous n'êtes peut-être pas dans le bon marché. Parce que vous auriez des billets contrariants. Et il faut avoir des billets bien ancrés pour tenir dans cette volatilité de marché. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. Donc pour faire un relais par rapport à ce tweet, par rapport à Harris et Trump, vis-à-vis de leur niveau d'amplitude par rapport aux cryptophiles, si vous voulez. Il y a deux petites choses qui ont été décevantes, puisque pour moi, on sera déçu de ces pseudo-promesses ou quelques petites phrases anecdotiques qui sont passées dans des discours de 2 heures, mais nous on en fait mucho en tant que cryptophile. Il y a Trump qui parle 3 heures à Philadelphie, il dit 2 petites phrases sur les CNBC, et puis « Oh, Trump veut enlever les CNBC, c'est incroyable, etc. » Oui, non, mais on en a parlé à peu près 7 secondes sur 2 heures. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il faut reprendre aussi au niveau de la mesure. Malheureusement, cette mesure, on l'a maintenant de façon écrite. 20 engagements principaux, mais aucune mentionne Bitcoin et les crypto-monnaies ou les CMBC. Aucune. Une première déception, on reste donc un petit peu sur notre fin. Deuxième chose, entre Musk et Trump, hormis une conversation de plus de 2 heures avec beaucoup de complaisance, avec beaucoup de courbettes, très politiquement correctes, aucune, et je dis bien aucune mention sur l'univers crypto, sur la crypto-monnaie, sur Bitcoin ou sur les CMBC. Rien. Zéro. Donc n'envoyez pas ici une forme de déception, n'envoyez pas ici une forme de pied de nez, c'est juste normal. Il faut absolument qu'ils ratissent le plus large possible, et ils continueront à ratisser le plus large possible, et soyez complètement convaincus, ces gens-là passent leur temps à mentir à leurs électeurs dans le seul but d'être élus.
Vous imaginez bien qu'il ne va pas faire rentrer 60% de Bitcoin dans le trésor public américain au bout d'un an. Ce n'est pas des choses qui se font comme ça, bien évidemment. Il faut le comprendre aussi dans ce truc-là. Maintenant, s'il nous explique qu'il achètera un Bitcoin par jour pendant 100 ans, bon, bah, ma foi, déjà, il ne va pas y rester 100 ans au pouvoir, et nous, on ne sera plus là pour le voir. Mais ce sont des petites choses qui peuvent être éventuellement une forme d'accélérateur de news positive en vue d'une adoption, en tout cas par les différents gouvernements. Mais au-delà de ça, même ça, on ne l'a pas actuellement, si vous voulez. On a eu quelques petits espoirs, quelques petites phrases un petit peu anecdotiques, un petit peu, comment on dit ça, pour avoir le bon terme, de parcimonie, si vous voulez. Mais il ne faut pas, en fait, attendre que ces gens-là, je parle ici en termes de politique, nous lancent le bull run. C'est complètement... c'est pas le public qui lancera les bull run, c'est le privé qui lancera des bull run. Alors, quand je parle public, ce sont les gouvernements. Quand je parle du privé, je parle des institutionnels. Et les institutionnels ne regarderont qu'une seule chose, des relais et des leviers de croissance. Et ces relais de croissance, ça anticipe une adoption massive. Et c'est là où, en fait, on a les plus gros catalyseurs, généralement. Donc voilà ce qu'on joue aujourd'hui. Bon, côté Bitcoin, si vous voulez, on va pas faire d'order flow ou on va pas regarder parce que c'est le calme plat, il n'y a rien qui se passe. Au niveau des ETF, 27 millions, c'est rien. Côté Ethereum, un petit peu de inflow, super, 5 millions, mais ça bouge pas du tout. Donc c'est les vacances aux États-Unis, donc il se passera très probablement pas grand-chose. Je reste assez convaincu ou assez accroché à une idée de continuité, de capitulation par rapport à un grand élan de ferveur, si vous voulez, qu'on a vécu pendant ces acceptations des ETF qui sont maintenant consommés. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des grandes amplitudes de volatilité, mais je pense qu'il nous en faudra beaucoup plus pour avoir des confirmations et des clôtures mensuelles, voire trimestrielles, en vue de lancer un Alt Season ou un Bull Run. Je suis convaincu, et je m'inscris dans cette logique de Alt Season, par rapport, encore une fois, à ces relais de croissance et ces leviers de croissance. C'est clairement ce que je joue. Et tout sera acheté, et je pense que si de plus en plus, alors je pense pas, mais je suis même sûr, si de plus en plus de personnes restent convaincues qu'il n'y aura pas de Alt Season, que c'est terminé, ce qu'on a vécu dans le passé, etc., ça ne se reproduira pas, je pense qu'on va être extrêmement surpris. La violence d'amplitude doit aller dans les deux sens, à la fois à la hausse comme à la baisse. Et là, ce qu'on va très probablement vivre, c'est une amplitude violente à la hausse. Je pense que la hausse qu'on a vécue sur le marché crypto précédent, c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre dans les prochains mois ou peut-être prochaines années. Au niveau de la cyclicité, vous l'avez, vous avez toutes mes temporalités. Je pense que ce sera violent à la hausse. Et si on ne le croit pas, si on n'y est pas attaché, si on n'est pas en fait bien situé par rapport à ces modèles d'adoption ou de passation, à ce moment-là, il faut les revoir. Mais ce sera très probablement pas différent. C'est ça que je suis en train de vous témoigner. Ça aurait été éventuellement différent si BlackRock n'y était pas, si Fidelity n'y était pas, si JP Morgan était encore en train de créer des ventes d'État à travers Gary Gensler ou de Larry Fink à dire que Bitcoin c'est une arnaque, c'est un Ponzi, ce sont des tulipes. Vous êtes bien d'accord qu'en l'espace de 18 mois, on a complètement changé notre fusil d'épaule. Il faut prendre en considération ce genre de changement. C'est des changements paraboliques. On passe vraiment à un virage à 180 degrés. Et il faut les prendre en considération. Oui, on ne le voit pas. C'est comme un commentaire que j'ai eu encore. Hermès, ils ont gagné le procès, c'est XRP. Pourquoi ça pump pas? Vous avez raison, pourquoi ça pump pas? Parce que c'est déjà pricé en réalité. Ce qu'il faut juste se demander à ce moment-là précis, c'est pas de savoir pourquoi en fait XRP pump pas, c'est bien joué. XRP n'est pas descendu en fait de moins 50 ou moins 70%. Parce que s'il avait perdu son procès, croyez-le ou non, mais ça aurait été un magnifique catalyseur pour perdre 30, 40 ou 50% supplémentaires. Ça m'aurait intéressé, soit dit en passant. Et on n'aura fait que repousser finalement une échéance promise. Il y a bien un juge qui finira par dire que ces trucs-là ne sont pas des securities et qu'il faut peut-être créer un nouveau cadre fiscal ou juridique. Donc ça a été pricé, ça a été aggloméré. Bon, c'est pas parce qu'il gagne un procès que XRP a changé, à la fois dans son protocole, à la fois dans ses utilisations, à la fois dans son engagement et dans son utilité. Pas du tout. Maintenant, de savoir si oui ou non demain il y a des relais de croissance qui peuvent s'embriquer sur XRP, ma réponse est oui. Je pense qu'on pourra avoir des appréciations de cours dans les prochains mois, sans aucun problème. Mais c'est pas parce que ça gagne un procès que ça doit partir aux nouveaux ATH. Bien évidemment que non. À l'inverse, c'est parce que ça gagne un procès que ça n'a pas perdu 50%. C'est plus comme ça en fait qu'il faut le regarder. Et je pense que l'ensemble de nos cryptoactifs sont bien mangé les doigts si c'était arrivé, bien évidemment. Bon, on repart dans une forme de latéralisation, dans une dynamique baissière. Je suis actuellement sur le crypto total hors top 10 Bitcoin, Ethereum et le top 10 des crypto-monnaies. Je pense qu'une forme de latéralisation, de consolidation est à venir.
Donc il y a des structures qui sont terribles, avec des structures en M-top, etc. Je pense qu'on va devoir en fait très probablement passer dans une forme de latéralisation en vue d'avoir en fait des excursions et des expansions. Si je vous remets une toute petite fractale, une forme de visibilité si vous voulez vis-à-vis du crypto total. On a du mal, mais c'est rarement différent. Regardez plutôt les amplitudes. On l'avait tweeté. Vous vous rappelez, quand on se rapproche des 70 000 $, top provisoire, à l'image un petit peu de 2018, avec un crack qui reviendrait aux alentours des 30. On avait visé 32 000 $. Moi, 50%, 32 000 $, tout le monde s'était insurgé, alors qu'on était déjà à 55 000, 60 000 $. Hermès était à côté de la plaque, t'es dans le bull run. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à l'entrevoir. Et je pense qu'on n'est pas une majorité à l'entrevoir. Donc si on n'est pas une majorité à l'entrevoir, c'est que c'est encore possible. Il faut le comprendre aussi comme ça. Et je ne suis pas seul à le dire. Hein. Les 42 000 $, 39 000 $, 38 000, voire 32 000 $, on est de plus en plus nombreux à tenter de le prendre en considération. Le prendre en considération, c'est très probablement pas le jouer. C'est le subir. La question à savoir, c'est si vous le prenez en considération et vous décidez de le subir, ça peut se transformer pour vous comme une opportunité. Le jouer est trop compliqué dans ces flux acheteurs, parce qu'on est en fait la contrepartie directe d'un catalyseur externe qu'on n'a pas actuellement. Mais si on reprend en fait dans une forme de flux tout simplement, à partir du principe qu'on doit se retrouver à peu près par là, vous voyez, en 2020 ou 2020-2018. Et si vous prenez en fait une amplitude par rapport à une forme de latéralisation, bon, vous voyez bien que par rapport à des arrachements haussiers, on doit être pas très très loin en fait de la vérité aux alentours des 30-32 000 $. Et ces 30-32 000 $, ça correspond à quoi? Alors même jusqu'à 40 000 $, si vous 30-32 000 $, ça fait peut-être un petit peu bas, mais on va dire, allez, entre 35 et 45. C'est exactement en fait le prix d'extraction de Bitcoin, de minage de Bitcoin, qui est généralement un formidable point d'appui avant d'avoir une forme d'expansion, pour essayer d'y trouver ces relais de croissance, tout simplement. Donc on peut regarder à peu près dans ces niveaux-là. Donc cette hausse ici, c'est juste en fait une forme de catalyseur vis-à-vis des ETF, et c'est normal de les avoir. Maintenant, on n'est toujours pas à l'abri, en une forme de dégradation, d'une capitulation du côté de ces portefeuilles qui sont peut-être un tout petit peu trop à l'abri actuellement, sachant qu'aux alentours des 50 000, 52 000 $ maintenant, c'est la moyenne d'aversion. Hein. C'est-à-dire que vous avez 50% des acheteurs de Bitcoin ETF qui sont sous l'eau et 50% qui sont en gain, ou neutres, hein, si vous voulez. Donc je suis impatient de voir ce qui se passerait si on passait sous les 45 000, sous les 42 000 $ par rapport à ces ETF au comptant, si oui ou non, il y aurait des outflows. Si vous voyez en fait ce prix, on va faire de la prédictive, mais je pense que c'est important de le faire. Vous voyez un prix qui continue à se dégrader, beaucoup de volatilité. On passe sous les 50 000 $, on passe sous les 49 000 $, on passe sous les 48 000 $, on va chercher les lots. On se renforce et on voit que ça continue à se dégrader. Et puis on voit en fait des outflows massifs. Ce qui serait extrêmement intéressant d'observer à ce moment-là, c'est l'impact sur le prix. Comment le prix réagit vis-à-vis de ces situations-là. Si vous voyez qu'il y a des outflows massifs et que derrière le prix en fait consolide, un petit peu comme ce qu'on a actuellement, hein, c'est une forme de distribution puisque vous avez des inflows qui sont massifs depuis plusieurs semaines et vous voyez que le prix en fait il reste dans une forme de rangy. C'est rangy en fait, ça bouge pas trop. On va partir du principe que accumulation, distribution, réaccumulation, mais cette réaccumulation doit avoir de la contrepartie. Et ça peut faire partie des holders long terme, ça peut faire partie de MTGOX, et ça peut faire partie des détenteurs actuellement des ETF au comptant Bitcoin. Réaccumulation et expansion. Et vous voyez, on a 4-5 mois à peu près pour avoir cette forme de dégradation dans une idée de réaccumulation en vue de jouer une expansion. Et on aura consommé l'intégralité des données qu'on attendait d'ici là. L'élection américaine, le pivot de la Fed, ce que vous voulez en termes de marché perturbé, incertain, etc. On aura beaucoup plus de validité à ce moment-là, et puis on aura tout simplement consommé tout ce qu'on attend dès aujourd'hui, en vue d'une expansion pour aller chercher des relais de croissance vis-à-vis de la dégradation des valeurs plus technologiques. Les capitaux naviguent, ils vont pas s'envoler. J'ai aussi des personnes, et je finirai là-dessus parce que je pense que c'est important de mettre un point d'honneur là-dessus. On parle beaucoup de la planche à billets, on parle beaucoup de l'impression monétaire. Alors une baisse des taux, c'est pas de l'impression monétaire. C'est pas vrai du tout. Hein. C'est pas parce qu'on baisse les taux que la Fed va commencer à réimprimer de l'argent. Ça permet en fait de faciliter ou d'apaiser la planche à crédit et non pas la planche à billets. Puisque vous pouvez éventuellement avoir beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de capacité d'emprunt si vous avez des taux qui baissent de 2 points. Hein, comprenez-le comme ça. Si vous voulez acheter une maison en région parisienne, par exemple, je vais dire une bêtise, elle coûte 350 000 €. Le fait d'avoir des taux à 4% vis-à-vis d'un taux à 3%, en fait, ça vous ampute votre capacité d'achat de 15 000 €. 2%, 30 000 €. 3%, 45 000 € de capacité d'achat.
Donc vous voyez bien que votre bien à 350 000 euros, s'il n'est pas à 300 000, vous n'êtes pas en fait dans votre capacité d'achat. Donc ça se pondère si vous voulez. Donc nous on attend une forme de baisse au niveau du prix de l'immobilier. C'est pas si évident que ça, même si ça pourrait éventuellement arriver dans une forme de lassitude ou de capitulation par le temps et non pas par le prix ici. Partez du principe que c'est juste en fait une forme de compensation de capacité d'endettement supplémentaire par rapport à cette baisse des taux. Mais on ne va pas réimprimer des milliers et des milliards, puisqu'il y en a d'ailleurs hein, sur les repos. Si vous regardez les faits de repo, il y a encore plus de 400 milliards de dollars, 400 trillions de dollars qui sont en fait dans l'attente. C'est énorme, hein, 400 millions de dollars pour des facilités, si vous voulez, de caisse, tout simplement, pour alimenter l'économie plus réelle ici ou alimenter des subventions du gouvernement américain, etc. Donc les repos, ce sont des excès de liquidité qui permettent en fait d'être placés pour avoir un taux d'intérêt. Ça sert à ça. Vous l'avez, hein, ici, regardez, hein, on le regarde rarement, mais vous avez fait des repos. Vous l'avez hein, sur la réserve repo des opérations. Avant d'avoir de l'impression monétaire, regardez bien, pourquoi il y a eu beaucoup d'impression monétaire en 2020, 2021 lors du crack Covid? Parce que c'était vide ici. Il n'y avait plus rien. On était vide de chez vide. Aujourd'hui, c'est pas vide. Il y a encore près de 400 milliards. Donc on peut aller les chercher sans problème hein, avant de voir. Alors oui, si vous voyez ici que c'est complètement à sec, parce qu'il y a un catalyseur, et que la Fed, à ce moment-là, devra en fait imprimer de l'argent pour pouvoir compenser une forme de cataclysme. C'est dramatique, mais on peut avoir une accélération de la guerre au Moyen-Orient, on peut avoir un super séisme au Japon, on ne l'espère pas bien évidemment, on en parle depuis quelques jours maintenant, avec une forme de... Ça peut être plein de choses si vous voulez, ou toute autre chose aux États-Unis, hein, la faille de Saint-Andreas, on en parle depuis des dizaines d'années, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Bah là, il y aura en fait probablement de l'impression monétaire. S'il n'y a pas besoin, il n'y a aucune raison qu'on continue à imprimer de la planche à billets. On voit bien qu'on est toujours dans une phase de tapering actuellement. Donc le bilan de la Fed continue à se contracter. Donc il ne faut pas attendre très forcément l'impression de la planche à billets. Si on attend aujourd'hui l'impression monétaire pour pouvoir se dire « Ok, c'est bon, on va revoir nos altcoins qui vont pumper », croyez-le ou non, mais ils seront déjà très probablement très hauts, puisque c'est clairement pas ce qu'on joue. On ne joue pas en fait la capacité à de l'impression monétaire à pouvoir soutenir les marchés. Comprenez-le comme ça. La planche à billets servira à soutenir les marchés, à soutenir des valeurs, notamment dans l'industrie, notamment dans le service, notamment dans l'immobilier, notamment dans tout ce que vous voulez. C'est pas ce qui va faire pumper nos cryptos. C'est complètement faux. Hein. Ce qui a fait pumper nos cryptos, c'est surtout Grayscale. Il faut aussi s'en rappeler. Donc là, ce qui fera pumper très probablement nos cryptos, c'est ces potentiels relais leviers de croissance dans les prochains mois, prochaines années, qui seront analysés, calculés, représentés, scénarisés par des institutionnels qui sont en train de se gaver actuellement. Et je dis bien se gaver actuellement. Donc leur objectif à ces institutionnels, à des BlackRock, à des Fidelity, etc., c'est pas d'avoir les 15 milliards de dollars actuellement, c'est d'en mettre entre 150 et 300 milliards et de déplacer la valeur mécaniquement d'un point B à un point C, potentiellement. Je vise les 10 trillions de dollars. Et donc ici, de façon complètement cohérente, si vous voulez que ça monte, eh ben, il faut que ça monte. Si vous voulez acheter, il faut voir un marché qui est haussier. C'est de plus voir des 27 millions, c'est plus de voir des 100 millions. Là, ici, je veux voir 1,9 milliard. Ici, 450 millions. Ici, 5 milliards. Ici, 7 milliards. Là, on va commencer à rigoler, là. Là, on va commencer à avoir une vraie pression, si vous voulez, acheteuse. Et les holders, ils arrêtent de vendre à ce moment-là, puisqu'ils sont pris dans la machine à laver. Donc, tant qu'on ne... Alors, ça, il faut l'anticiper. On tente d'ores et déjà de l'anticiper, d'ores et déjà de le préparer. Le préparer comment? En visant des zones. Pas forcément des prix, mais viser des zones. Et dès qu'on a ces zones, on regardera les retournements et ensuite vous laissez la nature faire. Et vous allez voir qu'on va en rigoler. Notez-le noir sur blanc. Prenez ce truc-là, Farside, et ici vous allez tout multiplier par 10 de façon journalière. Et vous enlevez le rouge, sinon c'est pas drôle. Et ça peut prendre 3, 4, peut-être 6 mois. Soyez patient. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.